Salut, c'est Alexis. Dans cette actu photo vidéo, on va parler du tout nouveau Sigma 70-200 f2.8. Alors comme tu as pu le voir, le tant attendu Sigma 70-200, donc de la gamme Sport, donc son nom complet c'est le Sigma 70-200 f2.8 DGDN OS gamme Sport. Ça fait un peu long. Et donc c'est le tout dernier sorti de chez Sigma. Donc quand je dis tant attendu, c'est parce que moi personnellement en tant qu'utilisateur de Sony, en fait chez Sony on n'a juste pas d'autre alternative hormis le Tamron 70-180. Mais c'est un 70-180, il va pas jusqu'à 200. Donc si on veut un vrai 70-200, il n'y avait que Sony en fait. Donc certes on a maintenant le 70-200 GM première génération, mais qui vaut quand même un petit peu d'argent. On avait aussi le 70-200 à f4 cette fois-ci, donc un petit peu moins cher, mais f4 si on voulait un truc à f2.8, et bien moi personnellement je me suis tourné sur le Tamron, donc première génération, parce que le deuxième génération n'était pas encore sorti. Et donc moi j'ai actuellement le Tamron 70-180, première génération, que je trouve génial, hein, c'est franchement un des objectifs que j'utilise le plus. Je l'adore, mais j'attendais un Sigma. Et s'il y avait eu le Sigma à ce moment-là, j'aurais certainement pris le Sigma. Donc je vais vous parler des spécificités et un peu de sa fiche technique, de ce que j'en pense, de comment il se place comparé aux autres, parce que du coup il est en monture Sony et en monture Canon également. Donc chez Canon c'est un peu la même chose, on n'a pas trop d'autres alternatives que le Canon en f2.8 ou le Canon en f4, donc en fait comme chez Sony. Donc je vais vous les comparer un petit peu donc, au Sony et au Canon. Je vais aussi vous le comparer si ça vous intéresse au Tamron parce que ça reste quand même une alternative. Mais par contre voilà, je vais vous parler de moi ce que j'en ai vu en fait à mes recherches, aux avis que j'en ai déjà vu et aussi à sa fiche technique, mais malheureusement je ne l'ai pas en ma possession pour le tester. Donc on part sur un objectif à formule optique à 20 éléments qui sont en 15 groupes différents. Au niveau du diaphragme, on est sur un diaphragme à 11 lamelles, donc comme sur le Sony. Cependant le Canon lui n'a que 9 lamelles, donc si tu ne sais pas exactement sur quoi ça va jouer en fait, tout simplement plus il y a de lamelles et plus tu auras un bokeh qui sera rond et qui sera donc doux. Quand je dis le bokeh, je parle des bits bokeh. Si tu filmes par exemple une lumière et que tu le mets hors focus, ou alors si tu prends un portrait avec des lumières derrière par exemple, et bien tu vas avoir plein de petites bits bokeh derrière. Et en gros, plus tu as de lamelles dans ton diaphragme, et plus tu as de chances que ton bokeh soit rond en fait, et donc soit plus joli à regarder. Pour ce qui est de la distance de focus minimale, on est à 65 cm, donc ça fait quand même pas une distance de bras, mais on est quand même bien à ça. Pour un téléobjectif, c'est vraiment pas mal. On commence à faire de la proxy, pas forcément de la macro, mais on peut faire un peu de proxy. Donc le Canon est un petit peu moins bon avec 70 cm, par contre le Sony G Master 2 est loin devant avec seulement 45 cm de mise au point minimale. Donc là pour le coup c'est quand même un point en plus pour le Sony G Master 2. Pour ce qui est du diamètre de la lentille, là on est sur du 77 mm pour les trois, donc là la même chose, il n'y a aucune différence. Alors au niveau des dimensions, alors le Sigma et le Sony sont quand même relativement proches, donc je vais regarder mes notes. Le Sigma est à peu près à 90 de large sur 205 mm de haut, alors que le Sony lui est à 88 sur 200, donc on est quand même relativement proche. Par contre, le Canon lui va être beaucoup plus compact. Le Canon lui va faire donc 89,9, donc on va dire 90 sur 146 de haut. Donc en fait on va quand même retirer pratiquement un quart de la taille. Mais alors pourquoi ? Eh bien en fait le Canon a fait le choix d'avoir un zoom externe, c'est-à-dire que quand on va venir zoomer, eh bien le zoom va s'étendre. Alors que le Sigma et le Sony, c'est un zoom interne, c'est-à-dire qu'on a beau zoomer ou dézoomer, rien ne va se passer physiquement, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'agrandir ou se rétrécir. Il va vraiment rester toujours à la même taille. Alors là, pour le coup, je vais avoir tendance à préférer personnellement un zoom interne parce que déjà dans le temps ça va plus durer étant donné que le fait de zoomer et dézoomer avec un zoom externe, il y a beaucoup plus de chances déjà que la poussière rentre, que les saletés rentrent, et ça veut aussi dire qu'il va plus durer dans le temps parce qu'il sera aussi entre guillemets plus robuste parce que plus hermétique à l'extérieur. Donc ça déjà pour moi c'est un gros point positif d'avoir un zoom interne, et aussi si on filme avec, eh bien c'est aussi je trouve un gros point positif parce que par exemple on filme avec un stabilisateur, on doit toujours rééquilibrer par rapport à notre objectif, et si on a un zoom externe, là par exemple moi je vois si je veux filmer avec mon Tamron 70-180, donc c'est pas souvent non plus qu'on met ça sur un stabilisateur, mais voilà on peut être amené à le faire, je sais que je l'ai déjà fait, moi j'aime bien les rendus
les rendus téléobjectifs, donc voilà, moi c'est un truc que j'apprécie quand même. Du coup, tu es obligé, si par exemple tu veux filmer un plan à 70 et puis ensuite un plan à 100, 135 ou 180 ou même 200, du coup si on a la chance d'avoir un 70-200, et ben en fait il va falloir du coup zoomer puis rééquilibrer notre stabilisateur entièrement. Donc c'est quand même, je trouve, un peu pénible parce que si on est sur un tournage et qu'on veut que ça aille vite, et ben on n'a pas toujours envie de modifier en fait tout le temps son réglage. Alors que là, si on a un zoom interne, et ben en fait ça va pas déporter le poids puisque l'objectif ne s'étend pas et donc il n'y aura pas plus de poids sur l'avant, étant donné que tout se passe à l'intérieur. Donc du coup, un point pour le coup négatif, c'est que l'encombrement sera, comme on peut le voir là, un peu plus important puisque le Canon va être plus petit, mais quand on étend, du coup il sera plus long et le poids part plus en avant que comme si c'était tout d'un seul bloc. Donc ça a un avantage, c'est effectivement que c'est plus compact quand on veut le balader ou le ranger, mais pour moi c'est un plus, comme je le disais pour la vidéo si on utilise un stabilisateur, et aussi dans la durée de vie de l'objectif. Pour moi c'est quand même plus... ça m'inspire plus confiance d'avoir un zoom qui s'étend qui ne s'étend pas justement, qui se passe tout en interne. Je sais que moi par exemple sur mon Tamron, encore une fois 70-180 première génération, j'adore cet objectif, mais au bout de quelques mois, il avait déjà des poussières à l'intérieur. Je suis un gros maniaque, dès qu'il y a des poussières dessus, j'ai toujours mon petit pinceau dans la poche. Dès qu'il y a une poussière, je mets un coup de soufflette ou un coup de pinceau dessus, tout le temps. Mais en fait, à l'intérieur, il y a des poussières qui se sont logées, parce que tout simplement, le fait de le tendre, de l'ouvrir et de le fermer tout le temps, il y a des poussières qui rentrent, c'est normal. Mais du coup, dans la durée, on va se retrouver avec des poussières, ou alors il suffit qu'il y ait, je sais pas, du sable qui rentre, ou même de l'eau, s'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur, c'est tout de suite plus problématique. Donc voilà, pour moi c'est quand même un plus d'avoir un zoom interne qu'un zoom externe. Après par contre pour ceux à qui ça pose aucun problème et qui préfèrent justement avoir de la compacité, ils iront plus du coup vers un zoom qui se fait en externe. Moi ça me dérange moins d'avoir un peu plus de poids et un peu plus d'encombrement, mais je peux comprendre qu'on ait envie d'avoir un truc vraiment compact, léger et qui prend pas trop de place, quoi. Et donc on en vient aussi au poids. Donc là on est sur 1,345 kg avec du coup le support pour trépied, parce que le support pour trépied est intégré sur l'objectif et ça c'est vraiment cool. Pour le coup chez Sony on va être à 1,45 kg, mais là cette fois sans la fixation pour le trépied, sinon je crois qu'on est... il me semble de mémoire dans les 1,110 kg ou quelque chose comme ça, donc on rajoute un petit peu de poids. Donc on est quand même à un bon 200 grammes d'écart, hein. Le Sigma est quand même assez lourd. C'est donc aussi pour ça qu'on a un collier pour trépied en plus, que je trouve qu'il n'est quand même pas négligeable parce que sinon ça force beaucoup sur le boîtier. Par contre du coup le Canon, lui, il fait seulement 1,70 kg. Alors là encore une fois c'est sans la bague en plus. On est pareil, on est dans les 1,100 kg et quelques avec éventuellement une bague en plus pour la fixation trépied. Donc ce qui voudrait dire qu'on a encore une fois là un bon 200 grammes de moins. Alors après, c'est là encore une question de point de vue, est-ce qu'on est vraiment à 200 grammes près? À voir, ça dépend de si on préfère vraiment l'un pour la qualité optique ou alors pour l'encombrement général ou ce genre de choses. Et enfin, en termes de prix, là c'est ce qui va vraiment pas mal jouer en la faveur du Sigma. Donc le Sigma est à 1699, donc 1700 €, alors que le Sony va être à 3000 € et le Canon va être à 2800 €. Donc ça fait quand même une énorme différence et en fait c'est là que Sigma tape très 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 fort. Donc là je pourrais pas faire de test au niveau du rendu optique, mais en tout cas d'après toutes les recherches que j'en ai fait, alors j'ai un peu eu de mal très honnêtement à trouver des comparatifs entre le Canon et le Sigma. Par contre j'en ai vu pas mal, donc du Sigma seul et du Sigma versus le Sony, et honnêtement quand on compare le Sigma avec le Sony, c'est quand même un G Master 2 qui vient de sortir très récemment, donc on est quand même sur une qualité vraiment très très haut de gamme. Et bien là le Sigma, d'après ce que j'en ai vu, il est vraiment très 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 proche, voire identique en fait. Il a vraiment une qualité identique. Et j'ai même vu, d'ailleurs vous pouvez aller voir si vous voulez un test bien complet où on voit vraiment les visuels, je vous invite à aller voir la vidéo de Damien Bernal où il a fait donc le test du Sony, du Sigma et aussi du Tamron. Et même lui dit qu'il y a sur certaines images, il pourrait pas différencier en fait lequel est lequel, même avec le Tamron. Le Tamron, lui, qui est encore à 200 € de moins que le Sigma, donc ça reste aussi un choix très intéressant. En tout cas, ce que Damien Bernal nous dit dans sa vidéo, c'est qu'il a juste à 200 mm
où il trouve que le Sigma est plus piqué que le Sony G Master. Donc là on pourrait se dire mais en fait pourquoi acheter le G Master ou même le Canon? Eh bien il va du coup avoir quand même quelques fonctions en fait qu'il aura en moins comparé au Sony, parce que le Sony et je suppose le Canon aussi, en fait bride certaines fonctionnalités aux marques tiers. Par exemple, si chez Sony on a un boîtier qui nous fait des rafales à 30 images par seconde, et bien avec le Sigma ou avec le Tamron ou n'importe quelle autre marque tiers, on sera bridé, il me semble, à 15 images par seconde. Donc personnellement pour moi c'est pas forcément problématique. Je shoot énormément en rafale, mais je n'aime pas forcément avoir des rafales très rapides parce que tout simplement j'en ai pas l'utilité. Moi je fais des rafales parce que j'aime bien par exemple faire beaucoup de photos de concert. Et les photos de concert, il y a quand même beaucoup de lumière qui bouge, des flashs comme ça, et puis aussi les personnes sont en mouvement. Et donc pour être sûr, dans la rafale, de ne pas avoir un moment où une lumière qui passe devant ou qui justement s'enlève, je sais que dans ma rafale, il y en aura toujours une ou deux de bonnes dans la quantité. Mais j'ai pas forcément besoin non plus d'avoir une rafale, comme sur le nouveau d'ailleurs Sony Alpha 9 III, qui a une rafale de dingue. Franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quel est l'intérêt ? Pour moi en tout cas, mais par contre dans une utilisation de photos sportives, c'est d'ailleurs pour ça que le Sony Alpha 9 III est conçu, donc pour la photo sportive, d'avoir des rafales ultra rapides, c'est essentiel, c'est primordial. Donc si on fait justement de la photo sportive, là franchement je comprends totalement le choix d'aller vers le Sony, parce qu'il y aura ces fonctions-là qui seront disponibles et qui ne seront pas disponibles avec les autres objectifs. Mais après, si on n'a pas besoin de ces choses-là, tout simplement le Sigma ou même le Tamron, il suffisent largement. Après il y a d'autres fonctionnalités quand même que certains se gardent, comme par exemple chez Sony, les téléconvertisseurs pour mettre un x1,4 fois ou alors x2 pour donc doubler la focale de l'objectif. Et bien là encore une fois ça marchera que sur le Sony, c'est pas possible d'en mettre un sur le Sigma ou sur le Tamron. Donc si encore une fois on veut pas forcément s'acheter un 200-600, là on va du coup prendre un téléconverteur et du coup le Sony. Je peux comprendre, là encore une fois ce sera un choix justifié, c'est justifié d'y mettre le prix. Il y a aussi quelques petits trucs qui ne sont pas forcément sur le Tamron et sur le Sigma, c'est les modes de stabilisation. Sur le Sony et le Canon on va avoir plusieurs modes de stabilisation, et aussi pour le focus on va avoir plusieurs modes de focus par rapport aux plages du focus, pour aider en fait à le rendre plus réactif et à lui dire moi je fais plus sur telle distance. Donc là il va un peu moins pomper, il va tout de suite se mettre, enfin plus facilement en tout cas, sur ceux qu'on a besoin de mettre le focus. Donc ça c'est pareil, des petites fonctions que certains auront besoin mais que beaucoup ne l'auront pas forcément ce besoin. C'est pour ça que moi personnellement je sais que je partirai plus sur comme un Sigma ou un Tamron, parce que le prix il est quand même largement en dessous. Donc je peux très rapidement aussi vous parler du Tamron si ça vous intéresse, donc de voir un petit peu les différences. Donc le Tamron lui va avoir seulement 9 lamelles contre 11 pour le Sigma et le Sony. Là je compare au Sony parce que bien entendu le Tamron n'est pas en monture Canon. Canon, en fait on aura le choix entre le Canon et le Sigma tout simplement. Donc sur le Tamron, comme je disais, on est sur du 9 lamelles au lieu de 11 pour le Sony et pour le Sigma. Pour ce qui est du diamètre, on va être sur du 67 mm, donc comme sur les deux autres zooms de chez Tamron. Ils ont bien fait exprès en fait de garder les mêmes diamètres pour toute leur gamme, par souci de simplicité. Et je trouve ça vraiment chouette de la part de Tamron. Et par contre là aussi où il va peut-être tirer son épingle du jeu et intéresser certaines personnes plus que le Sigma et le Sony, c'est que là, encore une fois, il va avoir un zoom externe. Donc comme je l'ai expliqué avant, ça peut être du positif comme du négatif, ça dépend en fait de l'utilisation et de ce qu'on préfère. Si on veut un truc plus compact, plus léger, il sera du coup en effet plus compact, parce que là au niveau de la dimension il fait 156,5 mm de haut, donc c'est assez proche finalement du zoom de chez Canon. On retire pratiquement un quart de la taille du Sony et du Sigma. Donc pour certains qui veulent voyager avec un truc plus compact, c'est quand même pas négligeable, d'autant plus qu'au niveau du poids il fait 855 grammes. Donc là pour le coup il est encore bien plus léger que tous les autres, ce qui fait quand même qu'il a un net avantage. Après malgré son petit poids et sa compacité, il est quand même stabilisé, donc ça c'est vraiment un très bon point également pour le Tamron. Et enfin le dernier point du Tamron aussi, c'est qu'il coûte 1499 €, donc 1500 €, 200 de moins que le Sigma. Donc là si je peux donner mon avis sur lequel se pencher, au niveau vraiment optique, ils sont tous excellents. Il y a peut-être le Tamron qui est par moment un tout petit peu moins piqué ou défini sur les extérieurs de l'image, mais encore une fois dès qu'on ferme un petit peu le diaphragme,
et ben, tout de suite ça se corrige et après il n'y a pratiquement plus de différence. Donc honnêtement, ils se valent tous. Après, si on veut vraiment la perfection, je dirais de prendre le Sigma, le Sony ou le Canon. Mais encore une fois, ça se joue à pas grand chose. Quand je dis la perfection, c'est l'autre, franchement, ils sont tous là et le Tamron est là, quoi, optiquement. C'est très proche, ça se joue à pas grand chose. Donc si on n'a pas envie de mettre les 3000 € pour le Sony, parce que c'est quand même énorme, et ben on peut mettre moitié moins cher pour un Sigma ou alors un petit peu moins cher pour un Tamron. Au niveau des optiques, on verra vraiment pas la différence ou alors une différence infime. Par contre, si on va avoir les fonctionnalités comme par exemple le téléconvertisseur chez Sony, donc pas chez Canon, il me semble que chez Canon, justement dû au fait que ce soit un zoom externe et compact, on peut pas mettre de téléconvertisseur, mais pour le coup chez Sony, si on veut pouvoir mettre un téléconvertisseur, si on veut donc avoir les rafales à leur plein potentiel, en tout cas au plein potentiel de l'appareil, du boîtier, et aussi si on veut toutes les fonctionnalités de réglage du focus et la stabilisation, bah là il faudra partir donc sur tout simplement les optiques constructeurs. Après, si on veut avoir un truc moins cher mais qu'on veut quand même être sur le plus haut de gamme possible, moi je conseille quand même le Sigma. Personnellement, moi si j'avais un choix à faire, ce serait le Sigma parce qu'il y a quand même 200 €, entre guillemets que 200 € entre le Tamron et le Sigma, et moi je trouve que le Sigma est un petit peu plus complet et qu'il y a son zoom interne, pour moi c'est quand même un gros plus. Mais après, si tu as aussi envie de, encore une fois, voyager compact, léger, et que pour toi du coup ce zoom en externe n'est pas un problème, et ben fonce sur le Tamron, il est excellent également. Donc en bref, tu veux les fonctionnalités du constructeur, tu prends tout simplement l'objectif constructeur. Ensuite, si tu veux avoir le meilleur rapport qualité-prix possible, eh bien le Sigma c'est parfait. Et si tu veux voyager compact, léger, mais en ayant une qualité quand même incroyable, eh bien là le Tamron est fait pour toi. Et bien voilà, c'est tout pour cette actu photo vidéo. J'espère comme d'habitude qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai au plus vite. Si tu ne veux pas louper les actus photo vidéo à venir, eh bien je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo et n'oublie pas, se former c'est bien mais sortir shooter, c'est tout aussi important. Dans cette vidéo, donc personnellement pour moi c'est... Pardon.